On va parler de la transformée de œuf. Donc, nouvelle étape dans l'apprentissage de l'analyse d'image, de la reconnaissance des formes. Je vous ai dit, il y a un schéma donc, global d'analyse d'image. Dans ce schéma global, il y a une réflexion sur la manière d'aborder les problèmes. À l'intérieur de cette manière d'aborder les problèmes, en insérant de la connaissance, par exemple, on arrive à améliorer certains processus d'extraction d'informations. Et donc, je vais finir par m'y habituer, je suis désolé. On a plusieurs outils ou théories qui vont permettre d'agir à différents niveaux. On a parlé de la morphologie mathématique. On va parler à présent de la transformée de œuf. La transformée de œuf, alors, ceux qui ne connaissent pas peuvent dire Hughes, mais il y en a très très peu. Hein. C'est ceux qui disent Hughes en général, ça se remarque. Après, il y a ceux qui peuvent le dire à l'anglaise comme il faut, œuf, je ne sais pas trop comment. Et puis en fait, dans la pratique, à la française, à la franco-anglaise, œuf, voilà. Donc la transformée de œuf, qui est une manière d'analyser des images, ou plutôt des nuages de points, par une analyse pilotée par modèle. Donc là, on est à nouveau dans un autre type de schéma. Vous vous souvenez, hier, on a parlé de schéma global. Ce matin, on a parlé de reconnaissance des formes avec une procédure générale qui permettait d'analyser avec la morphologie mathématique différentes facettes d'une forme. Là, on va partir dans un autre esprit, à savoir d'utiliser un modèle a priori pour arriver à déterminer les occurrences de ce modèle dans un ensemble de données. Alors, le titre, c'est La transformée de œuf, 55 ans plus tard, parce qu'effectivement, c'est quelque chose d'assez ancien. Paul Hoef a déposé un brevet, a fait une publication, a déposé un brevet en 59 et en 62. Voilà une page du brevet. Ce brevet concernait quelque chose qui se situait surtout à un niveau physique. Il travaillait sur des chambres à bulles, sur les trajectoires de particules. Et donc, il cherchait à repérer des particules qui se présentaient de manière alignée. Donc, le problème qu'il s'est posé était un problème basique, simple, auquel il a apporté une contribution méthodologique qui n'est pas apparue comme géniale de prime abord, qui en fait l'était, parce que ça a été le ferment pour une démarche globale qui dépasse le cadre de la détection de droite, de la détection de courbes, pour aller vers la détection de modèles et pas uniquement au milieu de points, parmi l'ensemble de points. Donc on a une idée de base qui est très jolie. Ensuite, 10 ans plus tard, en 72, on a une approche qui... Soit marqué... Oh non, je vais marquer après. Donc, on a une approche qui est un petit peu élargie grâce à une publication de chercheurs, d'Ouda et Hart, qui ont dit, mais en fait, la transformée de œuf, ça fait plus que ce qu'il a dit. Et il y a encore actuellement des utilisations de son brevet, des publications dans des contextes qui sont de plus en plus sophistiqués. Et comme je vous l'ai dit le premier jour, par exemple, très récemment, puisqu'il y a 3 ans de ça, on a déposé et obtenu un brevet au niveau international sur la caractérisation de zones similaires dans des images de modalités différentes, images radar, images multispectrales, en utilisant la transformée de œuf pour détecter des occurrences de transformations rigides entre ces images-là. Donc on n'a plus des nuages de points, on n'a plus des courbes, mais on a un modèle paramétré à l'intérieur d'un ensemble de données. Donc vous voyez l'évolution. Donc on va partir du début, au niveau historique et au niveau méthodologique, on va dire, et on va voir comment cela s'élargit. L'idée fondamentale, c'est que l'on va chercher quelque chose de bien spécifique dans un ensemble de données. Cette chose bien spécifique, c'est par exemple une droite dans un ensemble de points.
Si de manière évidente, il y a un cercle qui apparaît et qu'on cherche une droite, on ne va pas détecter le cercle. Donc on injecte de la connaissance à travers le fait qu'on cherche effectivement des droites, et ces modèles ont la propriété d'être paramétrés, et là on va justement rentrer dans le cœur du sujet. Alors par exemple ici, vous avez donc initialement c'est la détection de droite dans une image binaire, puis la détection de cercles, d'autres courbes paramétrées, et maintenant des choses beaucoup plus sophistiquées. Là vous voyez, on a une ellipse qui apparaît dans un nuage de points. Ici, on a beaucoup de bruit. Ici, on a des arcs d'ellipse qui apparaissent de manière assez évidente. Ici, on ne voit pas grand-chose. Et pourtant, là-dedans, on voit globalement quelques arcs d'ellipse qui apparaissent. Eh bien, la transformée de Hopf permet de faire cela. Dans les présentations que vous avez eues ce matin et hier, on s'est calé sur des travaux qui étaient classiques, et j'ai fait un petit peu une overview, enfin un survol des aspects théoriques et pratiques de ces théories-là, de la morphologie mathématique en particulier, puis hier de l'analyse d'images globalement. Là, on va avoir cette première phase qui va être dans cet esprit-là, et ensuite, on va, dans la deuxième partie, traiter de questions qui ont fait l'objet de publications dans les 10 années précédentes, sur en particulier la détection d'ellipses, mais la détection de cercles, la détection d'ellipses, mais on va voir ça donc juste après. Donc là, on a une petite touche un petit peu recherche dans cette présentation. Alors, pourquoi présenter une méthode publiée il y a 55 ans? Eh bien parce qu'en fait, elle est génératrice d'approches variées et puissantes, et divers problèmes se posent toujours, c'est-à-dire qu'en même temps que l'on va poser le problème dans l'esprit de la transformée de Hopf, on va engendrer des problèmes que l'on va se poser qui vont être très intéressants. C'est comment je représente les connaissances, comment je les représente de manière homogène, et en particulier comment je représente l'espace de Hopf. Mais la représentation de l'espace de Hopf revient à avoir une réflexion sur la représentation des entités que je veux détecter. Donc quelque part, le fait d'avoir cette démarche implique le fait de faire un effort intellectuel pour mieux formaliser le problème à un niveau qui va être au-dessus. Donc on va en parler au niveau historique et méthodologique, à travers quelques exemples comme cela, et en nous focalisant sur la caractérisation de l'espace de Hopf. L'espace de Hopf, ça va être tout bêtement l'espace de représentation de la reconnaissance des formes, l'espace R à la puissance P dont j'ai parlé précédemment, si ce n'est qu'on va l'analyser d'une manière un petit peu spécifique. Donc ça, on va voir ça tout de suite. Donc initialement, Paul Hopf, alors il y a quelque chose d'assez surprenant qui me déroute un petit peu, c'est que la transformée de Hopf, c'est quelque chose qui est très très connu, qui est très utilisé, sur lequel il y a des publications, sur lequel il y a des travaux actuellement, et depuis 55 ans. Et donc depuis des années, je vais sur Google, je tape Paul Hopf. Alors, il y a des acteurs qui s'appellent Paul Hopf, il y a des tas de personnes. Et j'ai essayé de retrouver en tapant détection de droite, etc. Et je n'ai jamais trouvé, je ne sais pas s'il est toujours vivant ou pas, je n'ai jamais rien retrouvé, alors que l'on retrouve pour toutes les personnes connues, hein, si vous tapez Dijkstra, si vous tapez Knuth, etc., enfin, ou toutes les personnes dont on a parlé avant, Serra, etc., vous trouvez des biographies sur Wikipédia, etc. Pour Paul Hopf, c'est le blackout, je ne sais pas pourquoi. Alors, donc en 1959, il a fait une publication au CERN, il a déposé un brevet pour détecter l'alignement de points dans une image binaire. Finalement, ça revient à ça. Douda et Hart, en 1972, ont fait une publication très intéressante en montrant qu'en fait, le problème pouvait se généraliser et donner une démarche méthodologique, donc au-delà simplement de l'algorithme présenté par Hopf. Et il y a eu un article de synthèse très, très intéressant par Henri Maître, qui est professeur à Télécom, enfin qui est professeur émérite maintenant, je pense, enfin après retraite, on va dire, qui a été mon professeur à l'époque. Donc, étant proche de la retraite,
il doit y être à peu près. Et donc de nombreux articles jusqu'à présent avec des problèmes ouverts, des extensions, etc. Il y a toujours des publications dans ce domaine-là. Donc c'est quelque chose qui est intéressant. Qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte une manière spécifique d'aborder certains problèmes en reconnaissance des formes. Et c'est une manière d'introduire de la connaissance dans le processus. Donc tout ça, je l'ai dit, je le redis un petit peu, c'est un début de présentation, mais c'est pour s'immerger dans l'esprit. Alors, dans l'idée, on a une détection, une caractérisation d'occurrence d'un modèle qui est paramétré. Donc on considère qu'on a une analyse pilotée par modèle et on dispose donc d'un ensemble E de n éléments d'une part. En général, ce sont des points. Dans la manière classique d'aborder les choses, ce sont des points dans une image binaire. Et d'autre part, on a un modèle et ce modèle est paramétré. Ce modèle dépend de m paramètres et peut s'exprimer à partir de m éléments. Une droite, ça dépend de 2 paramètres et ça passe par 2 points. Un cercle, ça dépend de 3 paramètres et ça passe par 3 points. Une ellipse, ça dépend de 5 paramètres et ça passe par 5 points. Alors l'idée est assez simple. Elle transforme un problème de reconnaissance des formes piloté par modèle, paramétré, en un problème de recherche d'extréma dans l'espace de représentation. Finalement, on va prendre toutes les occurrences possibles de ce que l'on peut obtenir à partir du nuage de points ou de l'ensemble des données, et on va basculer dans l'espace des paramètres et voir où il y a des agglomérations de points, mais ces points-là, ce sont des points caractéristiques chacun d'une entité, d'une occurrence du modèle. Donc on a transporté le problème de cette manière-là, et on va voir que ça se présente de manière un petit peu plus sophistiquée que ça, sinon la présentation serait terminée. Dans la pratique, mais ce n'est pas exclusif, donc l'espace dans lequel on travaille, c'est R2, R3 ou Rn. J'ai mis entre parenthèses parce qu'à partir de R3, ça explose et c'est difficile à gérer. Donc on va voir qu'il y a différentes manières d'aborder la transformée de F qui permet de se ramener dans des espaces R2, R3. Les éléments de données sont des points dans la pratique, mais ce n'est pas exclusif. Et les modèles sont des courbes ou des surfaces. Alors, donc, le problème initial, c'était la détection de segments de droite. Vous avez vu tout à l'heure une image binaire dans laquelle on voyait une ellipse, des morceaux d'ellipse qui apparaissaient. Là, on peut chercher donc des segments de droite. C'est la démarche initiale de Paul Huff. Des arcs de cercle, des arcs d'ellipse, mais aussi des arcs de chaînette en 3 dimensions, dans des nuages de points en 3 dimensions. Donc, je vous ai montré le premier jour, enfin le premier jour c'était hier, je vous ai montré des travaux que nous avons fait avec Eurocopter, qui s'appelle maintenant Airbus Hélicoptère, mais enfin à l'époque c'était il y a 10 ans, sur lequel nous avons un brevet, des publications, etc., qui ont même été assez importantes. Pour la détection à partir de nuages de points acquis par un lidar, pour la détection de chaînettes, pour arriver à trouver des fils électriques ou des câbles de remonte-pente, par exemple, de remontée mécanique. Dans un nuage de points 3D, eh bien, on arrive à faire ça en temps réel, suivant ce que ça veut dire en temps réel, sur ce nuage de points avec une transformée de F. Par exemple, si on dispose d'un modèle de terrain, un modèle numérique de terrain, ce qui est de plus en plus le cas, donc on a l'élévation de chaque point, eh bien on peut repérer les toits des maisons ou les toits des immeubles parce que ce sont des portions de plan. Eh bien ça, on le fait aussi avec la transformée de F. Et puis des choses plus complexes comme la recherche de transformation rigide pour le recalage, par exemple. Alors, on distingue... Oui, le quoi, le Ah oui, oui, effectivement. Quoique, non, effectivement. C'est pas si mal parti que ça. Parce que, par exemple, c'est ce qu'on fait pour... là, c'est une idée comme ça.
en direct live, comme on dit. On peut par exemple ne pas chercher à détecter des surfaces globalement, mais à chercher à déterminer des portions de sphères, par exemple. Et des portions de sphères, ça peut être, ou de paraboloïdes, etc., ça peut être une approximation locale de la surface, et on peut considérer non pas que l'on va rechercher la globalité de la surface, mais un ensemble d'éléments caractéristiques qui vont pouvoir représenter le Guggenheim de Bilbao. C'est une idée qui peut être développée. Alors, donc, on a deux types d'approches. Ça peut être un problème intéressant à donner aux élèves. Pas très simple peut-être. Donc, on a deux types d'approches pour la transformée de F. La transformée de F de M à 1, la transformée de F de 1 à M. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, M, c'est pour le nombre de paramètres et c'est pour many also, aussi. Pardon. C'était switché, là, basculé, pardon. Donc, M pour many et pour le nombre de paramètres. M égale 2 pour une droite, 3 pour un cercle, etc. Donc, many to one, on dit la many to one et la one to many. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que dans le M à 1, on va considérer toutes les occurrences possibles du modèle, pondérées quand même par certaines contraintes, pour ne pas prendre n'importe quoi, parce qu'en prenant n'importe quoi, on va engendrer du bruit. Donc, on va prendre les configurations qui semblent plausibles d'agencement de points. Par exemple, si je prends 2 points pour une droite qui sont aux extrémités d'une image, il y a peu de chances qu'ils soient, entre guillemets, corrélés, qu'il y ait matière à les joindre. Donc, il va falloir trouver une manière de définir ces contraintes-là. Et donc, une fois qu'on a repéré tous ces cas-là, on associe les jeux de paramètres correspondants. Et donc, à chaque fois, on va rechercher des agglomérations dans l'espace de F de ces occurrences-là à travers leur représentation par les paramètres. Ça, c'est many to one, M à 1, c'est-à-dire qu'on a finalement, pour un espace de dimension, pour une droite, on va avoir 2 points, 2 paramètres, espace de dimension 2, A et B, pour Y égale à X plus B, par exemple. OK ? Donc, ça, c'est many to one. One to many, en fait, c'est une manière de séparer les variables. C'est-à-dire que lorsque le nombre de paramètres va être trop important, on ne va pas pouvoir le gérer dans l'espace de F, on va voir comment on va le gérer à travers des votes. Et dans ce cas-là, eh bien, on va faire tomber de 1 le nombre de paramètres, et ça, ce sera très intéressant. Alors, comment va-t-on faire? Eh bien, on va prendre chacun des points, puisqu'on est dans la configuration initiale de l'ensemble de points, etc. Donc, on prend chacun des points, et à chaque point, on va chercher à voir si l'une des occurrences du modèle, mais cette fois-ci définie par m-1 paramètre, effectivement, passe par ce point-là. Donc, il va y avoir 2 cas possibles. Soit il n'y a absolument rien, et dans ce cas-là, par la suite, on laissera tomber ce point. Soit il y a effectivement une ou peut-être plusieurs occurrences du modèle, mais l'analyse va se faire avec m-1 point, ça fait tomber de 1, c'est énorme. Et à partir de là, sur les points pour lesquels il passera une occurrence du modèle, on va essayer de collecter l'information et de retrouver les occurrences du modèle. Donc, un processus un petit peu plus complexe, mais qui permet de faire tomber la complexité de manière intéressante. On va voir dans le cas d'ellipse, par exemple, qu'on est capable de séparer, non pas de faire du 1 à m, mais de faire du 2 et du 3, par exemple. Ça, c'est pour après. Alors, donc, dans ce cas-là, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va, à chaque fois, de toute manière, même dans le 1 à m, on va avoir un espace de F associé à chaque point. Alors, quand je dis associé à chaque point, on ne le mémorise pas, c'est-à-dire on va travailler dans un espace de F de dimension m-1, on va voir s'il y a quelque chose de pertinent là-dedans. S'il n'y a rien de pertinent, on laisse tomber, on repart sur un autre point. S'il y a quelque chose de pertinent, on mémorise ce qu'il y a de pertinent, mais on oublie cet espace-là. On n'a pas grand N espace de F, on a simplement un espace de F associé à chaque point dans le cas où on est de 1 à m.
Alors, donc là, on a posé un petit peu le problème globalement. Et à présent, on va voir quels sont les gros problèmes qui se posent. Donc, quelques problèmes à résoudre. Donc, la caractérisation de l'espace de F, c'est-à-dire quels paramètres doit-on choisir. Ensuite, il va y avoir une deuxième chose, on va avoir un processus par vote, c'est-à-dire qu'en fait, on va discrétiser l'espace de F. Y égale à X plus B, donc on va dire, ben voilà, A peut valoir de 0 à 10, de 10 à 20, de 20 à 30, etc., jusqu'à une certaine valeur maximale. Et on va avoir pareil pour B, et on va avoir des cases dans lesquelles, plutôt que d'avoir précisément les valeurs des occurrences, on va simplement mettre un vote, on va dire plus 1, plus 1, plus 1, etc. Et on va voir l'endroit où il y a le maximum de votes. Donc, à la fois, il va falloir trouver quels sont les paramètres les plus pertinents pour représenter le modèle. Et là, ça va donc nous donner la caractérisation de l'espace de F et une grosse réflexion par rapport à son homogénéité. Deuxième chose, comment discrétiser cet espace de F pour en faire un espace dans lequel on va voter. Ça va ? Alors ensuite, il y a le choix des MUplets parmi les données. Si on prend des points qui sont collés les uns aux autres, ce ne sera pas pertinent. Si on prend des points qui sont trop éloignés, ce ne sera pas pertinent non plus. Donc il y a cette question-là. Et ensuite, comment analyser l'espace de F, c'est-à-dire une fois qu'on a les votes, eh bien, on n'a pas complètement fini, il va falloir converger et se focaliser dans certaines zones pour arriver à extraire des agglomérations d'occurrences qui vont apparaître. Et dans le cas de la transformée de F de 1 à M, il faudra également mettre une couche supplémentaire avec l'analyse globale, stratégie globale d'analyse, c'est-à-dire qu'on a trouvé qu'en tel point, il y avait une droite orientée de telle manière. Donc vous voyez, pour les droites, on est ramené à un paramètre, qui va être par exemple l'orientation. Là, en ce point-là, il ne passe aucune droite. En ce point-là, il passe une droite. Tout au moins, il y a des points qui sont alignés avec une telle orientation. Si dans cette orientation-là, on retrouve un point avec les mêmes caractéristiques, alors on pourra les associer. Donc on a une couche supplémentaire. Alors on en revient maintenant donc à 55 ans avant. 55 ans avant, et donc une droite, ben, par exemple, c'est AX plus BY plus C égale 0. 3 paramètres liés par une relation. Mais ça, c'est un petit peu gênant parce qu'on passe à 3 paramètres, on a une relation, etc. Maintenant, manière classique de représenter une droite, Y égale à X plus B. Et là, c'est la catastrophe. Je vous ai dit tout à l'heure, on prend l'espace AB et on va le diviser en cases. Si on fait ça, eh bien, on aura un espace foncièrement non homogène. On ne peut pas représenter les droites verticales. Les droites entre l'origine, entre l'axe des X, on va dire, entre une pente 0 et une pente 1, eh bien, a priori, on peut penser qu'il y a autant de droites comme ça que de droites entre une pente 1 et une pente infinie. Et pourtant, on a une distribution des valeurs de A qui va de 0 à 1 et de 1 à l'infini. Donc, on est, quelque part, on a tout faux. Donc, Y égale à X plus B. Eh bien, l'espace AB serait une catastrophe complètement inhomogène. Inversement, si on prend une représentation polaire comme représentée là-dessus, je ne sais pas si on voit bien, oui, peut-être le trait apparaît un petit peu en pointillé. Donc, dans ce cas-là, on va prendre une représentation sous la forme ρθ. Eh bien, dans ce cas-là, on va avoir un espace de F homogène. Donc, là, je le fais assez rapidement pour ne pas perdre trop de temps et passer plus de temps sur d'autres choses, mais dans la version initiale, donc effectivement, on se met en coordonnées polaires et on imagine que la distribution des droites, c'est-à-dire des points qui sont globalement alignés dans l'image, dont on peut repérer qu'ils sont globalement alignés, eh bien, va être assez homogène en rotation et en distance si on prend l'origine au centre de l'image, par exemple. Donc, typiquement, on va avoir un espace ρθ qui va avoir quelques petites particularités quand même. Par exemple, si vous avez une droite qui est verticale et donc qui se trouve à droite,
eh bien, vous allez avoir donc ρ, par exemple, qui vaut une certaine valeur, ρ0, et θ qui vaudra 0, 0, un petit chouïa, etc. Et si la droite est presque verticale, mais plutôt, on va dire, en dessous, on va dire comme cela, on aura ρ qui sera proche on aura θ qui sera proche de 2π. Et donc, les occurrences dans l'espace ρθ vont apparaître comme des agglomérations qui seront à droite et à gauche de cet espace-là. Vous voyez, vous avez par exemple θ en axe des x, on va dire comme ça, en axe horizontal, en première coordonnée, ρ en deuxième coordonnée. Eh bien, les occurrences d'une droite presque verticale et qui passerait à droite vont correspondre à des agglomérations à la hauteur ρ, à l'ordonnée ρ, mais collées, on va dire, à droite et à gauche, d'une part sur l'axe des ordonnées, d'autre part sur la verticale égale à 2π, et donc il va falloir tenir compte de ça aussi. Si vous avez une droite qui passe près de l'origine, comme on prend ρ positif, eh bien, si cette droite passe par l'origine, par exemple, eh bien, quand elle va passer un petit peu en dessus ou en dessous, on va avoir ρ qui va être proche de 0, mais θ qui va sauter d'une valeur θ0 à θ0 plus π. Et donc, il faudra repérer sur l'axe des abscisses des agglomérations, mais en partie à un endroit et puis π plus loin. Donc cela fait partie des petits problèmes qui n'en sont pas vraiment, mais dont il faut tenir compte dans la programmation. Oui, il y a une... Ah non, je croyais qu'il y avait une question. Voilà, donc on a... En fait, on va avoir à ce niveau-là quelque chose d'intéressant, et j'en parle dès maintenant, c'est que l'on va avoir un précalcul à 3 niveaux de résolution et une commande par table. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, on va avoir les valeurs entre 0 et 2π, et on va saucissonner ça, par exemple, en 100 valeurs ou en 20 ou 50 valeurs. D'accord? 50 cases. Pareil pour ρ. Et donc, on va avoir 1000 ou 10 000 cases, par exemple. Et on va, à chaque fois que l'on va avoir 2 points que l'on va choisir, on va avoir une occurrence d'une droite. Cette occurrence va donner un couple ρθ et va faire voter dans une de ces cases en rajoutant 1 dans une de ces cases. Ça va? Y a des questions? Ah, je croyais. Donc, on va avoir des votes comme cela. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'en fait, on va précalculer tout cela. Alors, pourquoi? Alors là, on ne le voit pas, on le verra sur celui d'après peut-être. Tiens, c'est marrant, je pensais l'avoir mis. Hop, j'avance. Ah non, je pensais l'avoir mis où? Ah oui, en fait, ça y est, mais on ne le voit pas. Ah oui. Oh, ça c'est vache, ça. C'est trop lumineux. Est-ce que vous voyez une fenêtre qui est dessinée à droite, des petits carreaux? Ah! Voilà le coup qui tue. C'est pas grave. Alors, en fait, on va précalculer l'angle. Là, je donne un petit peu des pistes par rapport aux questions algorithmiques de complexité qui ont été données précédemment. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans le domaine discret. Et donc, les points vont être sur une grille rectangulaire et donc avoir des positions données. Quand je considère 2 points, eh bien, je vais prendre 2 points qui ne sont pas plus éloignés qu'une certaine distance. Et donc, ça ne sert à rien que j'aille calculer ce qui se passe beaucoup plus loin. Et je vais donc prendre une fenêtre donnée. Dans cette fenêtre-là, eh bien, je vais avoir simplement un certain nombre, donc je prends un point, et le deuxième point que je vais aller chercher, eh bien, je vais le prendre systématiquement à droite, parce que lorsque j'ai 2 points, quand j'en prends un et l'autre à droite, si je prenais le deuxième ensuite et l'autre à gauche, je répéterai 2 fois le couple de points. Donc je vais avoir simplement une occurrence. Donc je prends simplement, lorsque je me mets en un point, je vais parcourir l'ensemble de points. Lorsque je me mets en un point, je vais simplement chercher des points qui vont être à droite et jusqu'à une certaine distance et à partir d'une certaine distance. Donc là, on ne le voit pas. Ah non, on ne le voit pas du tout. Hein.
C'est moi, je pourrais tourner l'ordi comme ça. Mais on va avoir un morceau de l'image, un morceau de la grille à droite, comme cela, par exemple avec 50 points. Et on sait que l'on va chercher des points uniquement là-dedans. Et donc, les droites que l'on va chercher auront toutes... Ah, je pense qu'il fait un réglage là-haut pour avoir, non, plus moins de luminosité, je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. On va avoir simplement un nombre de candidats, on va avoir des candidats sur un nombre de positions données uniquement. Ce qui veut dire que l'on peut précalculer déjà les angles θ. Vous voyez, si vous avez un point, les points que l'on va chercher à mettre en correspondance sont dans une fenêtre qui va être très proche, sur des positions données, plus 1, plus 2, plus 3, etc., en X et en Y, plus 50, mais c'est tout. Hein. Si vous avez 50 par 50, ça fait, je ne sais pas combien, hein, mais j'ai l'ordinateur qui le calcule d'habitude. Donc, vous avez une fenêtre comme cela. Et sur cette fenêtre-là, vous avez des positions delta X, delta Y qui sont répertoriées. Donc, vous pouvez précalculer déjà la valeur de l'angle. En fait, vous allez précalculer 3 choses. La première, c'est la case dans laquelle vous allez mettre la valeur. Parce que vous allez trouver une valeur d'angle donnée, et vous n'en aurez que 2500 ou 1200 parce que vous allez prendre que la partie droite. Bon, j'ai calculé entre-temps. Et donc, vous allez avoir simplement 1000 et quelques valeurs possibles pour l'angle. Eh bien, donc il n'y a aucun souci avec ça. Vous pouvez les précalculer, mais pas uniquement les précalculer. Vous pouvez simplement aussi calculer l'intervalle dans lequel vous allez faire tomber la valeur du vote. Et donc, avec une commande par table toute simple, quand delta X, delta Y vaut telle valeur, et donc vous avez une table à double entrée, eh bien, vous avez directement l'indice où vous allez mettre votre vote pour dire « Ah ben voilà, j'ai contribué ici à tel endroit ». Ça, c'est le premier niveau. Ensuite, on va faire en sorte de déplacer la fenêtre pour se focaliser à l'intérieur de cette zone-là, pour trouver des agglomérations. Et donc là, on va calculer non plus un indice, mais un angle avec une certaine approximation, mais cette approximation étant donnée, figée, sous forme d'entier. Donc on va faire au dixième de ce que l'on avait précédemment, quelque chose de plus précis. Et puis ensuite, on va chercher le barycentre du nuage de points, et là, on va prendre des valeurs exactes de l'angle. Et quand on va faire le barycentre, eh bien, tout cela, on peut le faire à l'avance, puisque c'est simplement 1000 ou 2000 valeurs que l'on va précalculer. Vous voyez, c'est quasiment rien. Et donc, le processus se passe très rapidement. Voilà, donc on fait un précalcul à 3 niveaux et on a une commande par table. Et ensuite, eh bien, on va avoir le maximum des votes dans une des cases données initialement dans l'espace de F. Une fois qu'on a le maximum, on va voir, parce que en fait, l'agglomération peut se passer, peut être à cheval sur 2 ou sur 4 cases voisines, par exemple. Et par contre, ne pas être lié à certaines occurrences qui sont dans l'autre coin de la case. Donc, on va faire évoluer la fenêtre de recherche pour trouver l'agglomération la plus pertinente et de cette manière faire émerger, à travers son barycentre, ce qui correspondrait effectivement à des occurrences nombreuses et qui vont se différencier du bruit. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que finalement, à condition de ne pas trop introduire de bruit, c'est-à-dire de ne pas prendre n'importe quel cas à droite, à gauche, etc., de le faire un petit peu intelligemment, eh bien, on ne va pas se préoccuper de la manière de trouver les agencements, etc. On va simplement prendre des agencements plausibles et on va les injecter dans l'espace de F, et le bruit va se répartir globalement dans l'espace de F, et les émergences, les caractéristiques, les agglomérations caractéristiques vont être repérées et donner effectivement les occurrences effectives de la droite dans ce cas-là. Ça va? Donc, on a... donc là, je vous ai parlé de la droite, et j'ai passé un petit peu de temps pour mettre en place la méthodologie globale. Maintenant, on va voir ce qui se passe pour le cercle. Alors là, il s'agit de travaux, effectivement, de recherche,
même si ça ne va pas très très loin, mais il y a d'autres approches possibles. Et c'était pour illustrer un petit peu cette histoire d'homogénéité de l'espace de F et la manière dont on peut appréhender. Donc, on veut rechercher un cercle dans une image et dans un nuage de points. Et pour cela, on veut faire donc émerger des caractéristiques communes d'un cercle. Donc, la première idée, on va choisir un espace de représentation et on va choisir une approche qui serait de 3 à 1 ou de 1 à 3, puisque un cercle est défini par 3 points et dépend de 3 paramètres, par exemple les coordonnées de son centre et le rayon. Alors on voit que si on prend les coordonnées du centre et du rayon, on va foncer droit dans le mur. Pourquoi? Parce que, eh bien, si vous avez 3 points qui sont quasiment alignés, dans ce cas-là, vous aurez un centre et un rayon qui seront rejetés à l'infini et on va retomber sur le problème du AX plus B. Donc il va falloir trouver un autre mode de représentation. On pourrait dire je prends l'inverse du rayon et voilà, j'aurai la courbure, etc. Mais finalement, on aura le même problème avec le centre, donc on peut faire des petits bidouillages comme ça. Alors on va essayer de prendre un petit peu de recul. Ce que je vais vous montrer n'est pas la manière unique de le faire, c'est une manière parmi d'autres, mais c'est plus la démarche que je veux illustrer que le résultat. Donc, on est parti dans la recherche de cercle, voilà, et on essaie de poser le problème correctement. Alors, on prend une démarche de type de 1 à 3, donc de 1 à m, c'est-à-dire qu'on va se positionner en chaque point de l'image binaire, du nuage de points, et on va chercher les couples de points pas trop près, pas trop loin. Pas trop près parce que, comme pour les droites d'ailleurs, je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais lorsqu'on prend une droite, si on prend 2 points qui sont trop près, eh bien, ils vont être nécessairement dans un schéma à 0, 45, 90 degrés, etc. Et donc, on va trouver des droites parasites et engendrer du bruit dans l'espace de F. Et donc, quelque part, on ne peut pas prendre les points immédiatement à côté. D'accord? Et trop loin parce qu'il n'y a plus de corrélation entre eux. Si vous avez des points qui sont alignés, eh bien, il y aura des points nécessairement entre ceux-là qui vont permettre de faire la jonction et donc de trouver des points pas trop éloignés et pas trop près, bien sûr. C'est cela qui sera pertinent. Donc, de la même manière, ici, on va considérer que M0 est le point de base sur lequel on va se poser des questions. Est-ce que c'est un point isolé avec rien autour, comme ça, pas grand-chose, du bruit autour? Ou est-ce que c'est un point par lequel il y a certains points à côté qui créent un cercle? Alors pour cela, on va poser une règle. Donc on va dire que M0 et M1 M1 et M2 sont les 2 autres points qui servent à obtenir ce cercle, doivent être distants d'une certaine distance, donc doivent être à une certaine distance supérieure à R min et inférieure à R max, et de part et d'autre de ce point-là pour ne pas être collés l'un à l'autre. Donc finalement, ne doivent pas appartenir à un même arc sur la couronne. Donc vous voyez, vous avez M0, M1 et M2. Et bien dans ce cas-là, on va dire que c'est correct, parce que les points ne sont pas trop près, pas trop loin, et sont suffisamment séparés pour M1 et M2. Donc on va chercher dans cette couronne tous les appariements possibles, de manière à voir s'il n'y a pas un cercle qui apparaît. D'accord? Et ensuite, ce point M0 sera conservé ou pas avec le cercle associé suivant le résultat des courses. Alors là, vous voyez que j'ai tracé donc un cercle et j'ai mis 2 points sur le cercle extérieur qui s'appellent SM et SN. Alors en fait, ce sont les points de sortie du cercle M0, M1, M2. Alors on va se mettre au niveau discret, puisqu'on est au niveau discret, et je vais considérer maintenant le cercle, le grand cercle extérieur de rayon R max. Ce cercle, je peux en produire une version discrète. Il y a des algorithmes pour ça, des algorithmes basiques, l'algorithme de Bresenham aussi qui permet de faire ça. Et donc je peux dire qu'avec, en utilisant la 8 connexité par exemple, je vais avoir un premier point, un à côté, etc. et faire le tour comme cela, parcourir le cercle. Et donc je vais avoir grand N points qui vont être le point S0, S1, S2, etc. Et je reviens finalement
au point S0, avec le point précédent qui est le point Sn, et j'obtiens de cette manière-là une chaîne connexe par 8 connexités par exemple, qui va représenter le cercle. De cette manière-là, chaque fois que j'ai un cercle qui passe par M0 et qui va recouper ce grand cercle de rayon Rmax, eh bien, je vais avoir deux correspondants, Sm et Sn. Je vais aller sur celui-là, mais ça ne marcherait pas. Donc, à partir de là, on cherche un espace de F qui soit homogène et qui ait une même visibilité de la part de points voisins. Vous vous souvenez que lorsqu'on a une transformée de F de 1 à M, on a un petit problème supplémentaire, c'est que l'on doit retrouver après la cohérence entre des points pertinents par lesquels il passe une occurrence du modèle, une ou plusieurs. Alors, une première idée, dont on devine qu'elle ne va pas être bonne, c'est de prendre... Donc, cette fois-ci, on n'a plus que 2 paramètres. Vous vous souvenez, on en avait 3, mais comme on est dans une transformée de F de 1 à M, de 1 à 3 ici, eh bien, finalement, on va avoir à chaque fois deux points à prendre, 2 paramètres à fixer, et on va avoir un espace de F de dimension 2. Donc, une première idée pourrait être de prendre, par exemple, l'angle sous lequel on va voir le centre, et de prendre le rayon, ou le centre, ça revient au même. D'accord? Donc on va avoir 2 paramètres, une direction, et ensuite le rayon. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Et en fait, on n'y voit pas très bien. Si je fixe les 2 points qui sont à moins d et à plus d, et que je fixe dans la direction verticale le point A, eh bien, je cherche le centre du cercle, et le centre du cercle va être lorsque YA vaut moins 10. Donc, vous voyez, là, j'ai mis moins 10 et plus 10. Lorsque YA vaut moins 10, eh bien, le centre du cercle, c'est l'origine. Donc, voilà, le rayon, c'est 10. On a un joli petit cercle, bien mignon et tout. Et puis après, A, on le met à moins 9, etc. Et très rapidement, on voit que ça explose. Et si on se met dans des conditions un petit peu plus réalistes, avec des valeurs supérieures à 10, on a des valeurs qui de suite explosent et se présentent de manière non homogène. Donc ça c'est un petit raccourci parce que vous comprenez vite. Donc tout ça pour dire que de prendre comme représentant, une fois qu'on a pris la direction, de prendre comme représentant le rayon, c'était un petit peu une catastrophe. C'était pas terrible, parce qu'on a un espace fortement inhomogène. On est dans et lorsque les 3 points sont alignés, on n'a même plus de cercle. Alors vous allez me dire, effectivement, on n'a plus de cercle, mais c'est aussi un cercle de rayon infini. Et ce serait sympa d'arriver à représenter les droites comme des cercles particuliers aussi. Un petit peu difficile a priori comme ça, puisque le rayon serait infini. Donc espace fortement inhomogène et cas catastrophique de points alignés. Alors on va voir qu'on peut prendre les choses un petit peu différemment et arriver à avoir un résultat sympa. Alors l'idée c'est la suivante. Plutôt que de chercher des choses sophistiquées, on va se dire, eh bien, comment on va étudier la distribution des occurrences du modèle. Comment les cercles se distribuent. Je prends un point, je prends des points qui sont tout autour comme cela, j'en prends 2, et je vais étudier la distribution de ces points-là. Et je vais chercher la distribution des cercles associés à cela, et je vais chercher les paramètres qui vont se présenter de la manière la plus homogène. Donc c'est le fruit de cette réflexion que je vous présente ici. Et l'intérêt de ce truc-là n'est pas un intérêt, je veux dire, classique. C'est pas de dire c'est comme ça qu'il faut faire, il y a d'autres manières de faire, mais c'est la démarche qui était intéressante, c'est-à-dire comment on arrive à ce truc-là. Alors, l'idée, c'est la suivante. Eh bien, je vous donne directement le résultat. C'est que le cercle en question, comme je l'ai dit tout à l'heure, est représenté par les points SM et SN. Et alors, ce qui frappe là-dedans, enfin, je vous donne à moitié le résultat directement, je vous donne un petit peu la méthode. Ce qui est frappant là-dedans, c'est que les arcs correspondant à la petite portion entre les 2 cercles, donc au niveau de SM, et de l'autre côté, ces arcs-là, quel que soit l'endroit où ils se situent sur cette couronne-là, ont à peu près la même longueur. Donc là, je ne vous donne pas le résultat, je vous donne la démarche. On remarque cette chose-là. Quand je considère que je prends le point M0, je prends la couronne que je définis ainsi,
et je prends tous les cercles possibles en prenant 2 points qui ne soient pas sur un même arc, sur cette couronne-là, eh bien, dans ce cadre-là, je prends tous ces cercles-là, eh bien, je remarque que les arcs de cercle intersectant la couronne ont quasiment tous la même longueur. Leur longueur varie de 1 à racine de 2. Leur longueur en termes de nombre de points. Lorsque, si on prend par exemple une droite horizontale, qui est un cas extrême de cercle, eh bien on aura R max moins R min point. Lorsque l'on va être dans le même cas, mais en diagonale, eh bien, on aura la même chose, on aura le même nombre de points par rapport à une longueur qui va être multipliée par racine de 2. Donc ça veut dire quoi? Lorsqu'on parle d'homogénéité, on n'est pas dans un rapport racine de 2 ou 2 ou 1, on est dans un rapport, comme je vous l'ai dit précédemment, analogue à celui de y égale à x plus b ou du rayon qui explose complètement. Si on est dans un rapport de 1 à 2 par exemple, eh bien on est très content parce que quand il y a une agglomération de points, elle apparaîtra plus ou moins de la même manière, mais globalement on sera dans le même schéma algorithmique, schéma de réflexion. Lorsque des droites très semblables apparaissent, ou des cercles très semblables apparaissent avec des valeurs de paramètres qui sautent de valeurs par milliers, par exemple, eh bien, on n'est plus capable de détecter des agglomérations. Donc voilà la démarche. La démarche, c'est de se dire, eh bien, finalement, je compte tous les cercles possibles. Et tous ces cercles possibles sont caractérisés par un point pris dans un arc donné, comme cela, sur la couronne. Ces points ont un nombre, ces arcs ont un nombre de points donnés qui ne varie quasiment pas de l'un à l'autre. Et finalement, un cercle comme celui que l'on voit est associé à toutes les possibilités de couple de points pris sur chacun des arcs-là. S'il y a 10 points entre les deux, ben vous aurez 100 cercles, et puis voilà. Donc le cercle que vous voyez ici est associé à 100 possibilités, par exemple à R max moins R min au carré, possibilité de couple de points. Et donc finalement, la manière la plus homogène de représenter cela, c'est de prendre tous les cercles possibles. Lorsque tous ces cercles-là sont représentés par un couple qui est SM-SN. Ça va? Alors même s'il était encore... très bonne réflexion. En fait, on n'autorise pas des cercles qui sont tout petits. Et le R min que j'ai pris ici, en fait, doit être plus petit que ça. J'ai mis ça pour illustrer, mais en fait, dans la pratique, les cercles que l'on va chercher seront plus grands que ça. Donc, seront au-delà de R max, effectivement, pour avoir les deux. Mais dans la pratique, ça n'est pas du tout gênant parce que on adapte R min et R max au problème à rechercher. Si on cherche vraiment des petits cercles, on va prendre une autre méthodologie que ça. On va chercher des formes possibles, des patterns, comme on dit. Là, on est dans le cadre où on cherche des cercles qui ont un rayon, des arcs de cercle avec un rayon un petit peu correct, conséquent. Voilà. Ce n'est pas juste des petits ronds dedans. Donc, effectivement, très bonne réflexion. Donc, on va supposer que les cercles intersectent donc le grand cercle comme cela. Donc, finalement, si je considère le tableau que l'on voit ici, qui va de S1, alors on va dire là, j'ai marqué, oui, SN max, voilà. Donc on a le premier point qui était, c'est maladroit d'avoir mis de ma part, d'avoir mis S0 au milieu. Bon, on oublie là, c'est pas grave. Donc on va dire, on part de S1, et on fait le tour du cercle de manière discrète avec une chaîne 8 connexes et on arrive à l'avant-dernier point, enfin au dernier point avant de retrouver SE1. Ce point, c'est le point SN max. Eh bien, si je considère cet espace-là, associé donc avec S1, SN max, S1, SN max de l'autre côté, je vais avoir SN max au carré case. Eh bien, dans cet espace-là, la distribution des cercles associés au point de sortie va être quasiment uniforme.
Il va y avoir simplement une variabilité de 2, ce qui est négligeable dans le problème qui nous intéresse, puisqu'on cherche les agglomérations. Donc voilà, pour représenter donc l'espace de F, eh bien, en fait, on a c'est en fait un demi-tableau et pas un tableau complet, puisque lorsqu'on a SN, SM, c'est pareil que SM, SN, c'est le même cercle. Ce tableau contient 16 R max au carré cases, et on a une variabilité d'occurrence entre les cases, si on prend une distribution uniforme des cercles, qui va être une représentativité avec un facteur 2 au maximum, et donc quelque chose qui est très joli dans cette configuration-là. Voilà, donc de cette manière-là, l'essentiel du problème, c'était d'arriver à trouver un espace homogène, et cette représentation-là est homogène. Et là, ensuite, on peut mettre en place la grosse artillerie, enfin, tout ce que j'ai expliqué précédemment. La partie la plus difficile, c'était d'arriver à trouver cet espace de F qui soit homogène. Alors, hop. Voilà, donc en plus on a une faible dérive d'un point, mais voilà, là on voit un petit peu comment c'est illustré, donc c'est la même que précédemment, et on a une faible dérive d'un point à un point voisin, et donc on peut arriver à établir une stratégie de connexion des cercles qui est assez efficace, c'est-à-dire que si je me mets à un point M0 et que j'ai un cercle associé au point de sortie SM-SN, et que ce cercle-là émerge parmi le nuage de points dans la couronne, eh bien, pour un point voisin, je serai pas trop loin de SM-SN. Donc, si j'ai un point voisin pour lesquels ce couple de paramètres est très différent, ça veut dire que ça ne correspond pas du tout au même cercle. Et ensuite, une fois qu'on a repéré ces points-là, effectivement, on passe une deuxième couche pour voir si ces points-là appartiennent effectivement à un même cercle. Alors, c'est bien, je suis dans les temps cette fois. À présent, je vais vous parler des ellipses. Alors, les ellipses, c'est quelque chose d'important, parce qu'en fait, les ellipses, par transformation projective, sont les images de cercles, et dans le... Je bois un petit coup quand même. Et dans l'ensemble des applications, des utilisations qui consistent à prendre une caméra vidéo ou autre, etc. Donc en général, on a une homographie et on sait que l'image d'un cercle va donner une ellipse. Or, il y a pas mal de cercles un peu partout, là, les petits trucs rouges par ici, l'horloge qui est dans les temps. Bon, voilà, il y a pas mal de cercles, le goulot de la bouteille, etc. Sur un terrain de football, par exemple, vous avez le cercle aux 16 mètres, 18 mètres, le rond central, etc. Vous avez des droites, des cercles. Et grâce à cela, eh bien, on va arriver à repérer où on est, où sont les joueurs, etc. Ça, c'est un exemple, hein, mais on peut prendre une vision, une vue prise par une caméra à l'extérieur, etc. Donc, on peut arriver, comme cela, à comprendre la scène. Alors, comprendre, c'est quoi ? C'est essentiellement deux choses. C'est repérer éventuellement la position de la caméra ou mettre en adéquation avec un modèle. D'accord ? Et c'est aussi, dans le cadre de la mise en adéquation avec un modèle, repérer ce à quoi on s'adresse. Par exemple, là, pour nous, il est évident qu'on est sur la partie gauche du terrain, que là, c'est les cages avec le gardien, etc. Il y a les 6 mètres et 18 mètres, etc. Pour nous, c'est évident, enfin pour ceux qui connaissent un petit peu le foot, voilà. Bon, et qu'on n'est pas au milieu du terrain, ou qu'on n'est pas à droite, etc., ou qu'on n'est pas près du corner, etc. Eh bien, ce que l'on voudrait, c'est que l'ordinateur trouve ça par lui-même, et qu'il soit capable, une fois qu'il a trouvé ça par lui-même, de mettre ça en adéquation avec un modèle, par exemple. Alors on va dire que là, pour un terrain de football, on va avoir un modèle 2D et demi, c'est-à-dire qu'on aura un terrain avec des lignes tracées dessus, des joueurs qui sont tout petits, enfin ça dépend de l'équipe, mais enfin en général, qui sont... Non, là je suis filmé, il ne faut pas que je dise trop de bêtises. Qui sont tout petits par rapport au terrain, qui sont posés sur le terrain, des fois ils sautent, mais c'est quand même pas énorme. Et donc finalement, on peut dire qu'on a un modèle 2D et demi, avec un espace 2D sur lequel on va avoir
des marques qui vont être les positions des joueurs, etc. Ce que l'on voudrait, par exemple, ce que l'on fait, c'est d'arriver à partir d'une vue comme cela ou d'une séquence d'images comme cela, vidéo, à partir d'une caméra au point, à partir d'une caméra dont on ne connaît pas les paramètres, d'arriver à dire, eh bien voilà, cette image-là correspond à telle partie du terrain, les joueurs sont à telle position, etc. Donc on voudrait pouvoir faire ce truc-là. Comment va-t-on faire? Eh bien, on va utiliser la transformée de f. Alors là, dans ce cas-là, il y a une analyse colorimétrique et spatiale qui va permettre de retrouver le terrain, de retrouver globalement le terrain. C'est quelque chose qui n'est pas évident du tout, je vous en ai parlé hier, parce que différentes couleurs qui nous apparaissent très proches et dans une certaine continuité ne vont pas apparaître dans les mêmes zones de l'espace de couleurs. Par ailleurs, ici on a du vert, mais on peut avoir du vert dans les tribunes, etc. Donc on peut aussi avoir des problèmes de ce type-là, d'arriver à trouver la cohérence spatiale, etc. On va supposer ce problème-là résolu, sinon ça ferait encore une autre présentation. Et donc on va, une fois que l'on a fait cela, on a détecté l'espace dans lequel on se trouvait, et donc on a des images comme ça. Voilà. Alors là, j'ai pris des images qui étaient assez sympathiques, binaires, dans lesquelles on retrouvait pas mal de choses de manière évidente. Mais on peut utiliser des images naturelles, comme c'est le cas ici. Si le football est naturel, je ne sais pas, ça c'est autre chose. Ou des images de synthèse, et ça c'est intéressant, les images de synthèse, parce que ça permet d'établir un banc de test. Par exemple, je prends une ellipse que j'ai calculée, et cette ellipse, je la détériore volontairement, d'une manière que je contrôle, je mets du bruit dans l'image et je mets différents niveaux de bruit, différents niveaux de détérioration et je vois jusqu'à quand ça tient, c'est-à-dire jusqu'à quand on détecte des choses. Est-ce qu'on peut faire mieux que ce que l'œil humain peut faire? Donc on fait des choses très très surprenantes avec ça, c'est très très puissant comme outil. Donc là, j'ai pris un exemple qui est assez simple et on veut détecter les ellipses là-dedans. Comme on sait comment détecter les droites, on peut déjà retrouver les droites et les éliminer. Vous savez, on a vu ça, comment on faisait la transformée de f. Comme on sait faire un petit peu de morphologie mathématique, on peut par exemple faire des ouvertures, éliminer les traits que sont les ellipses, avoir le complémentaire que sont les joueurs, et ensuite on prend le complémentaire, et donc on n'aurait plus que les points des ellipses et du bruit. Vous voyez, on peut faire des choses comme ça. Avec les outils dont on dispose maintenant, on peut arriver à présenter les données d'une manière qui soit quand même assez intéressante. Donc on peut arriver à des choses comme ça, et là on veut retrouver, et donc là aussi je garantis qu'on fait ça, comme on dit, en temps réel, donc très très rapidement, d'arriver à retrouver les arcs d'ellipse qui sont ici. Alors comment va-t-on faire? Eh bien vous voyez, ici on a des images acquises, des images réelles dans le football, et puis là, des images de synthèse avec plus ou moins de bruit. Vous voyez, sur cette image-là, par exemple, on devine des arcs d'ellipse, on devine une ellipse, et avec la transformée de f, on arrive à la détecter effectivement, et à détecter les arcs d'ellipse dans cette image-là. Alors, si on lui dit de détecter une ellipse là où il va détecter les ellipses, il ne va pas détecter les droites, et inversement, si on lui dit de détecter les droites, il ne va pas détecter l'ellipse. Et donc on peut, avec des images de synthèse plus ou moins bruitées, arriver à tester ce que l'on a fait. Donc ça peut être aussi intéressant si vous faites programmer ça par vos élèves. Ça se fait très bien, si ce n'est que je crois que les coniques ne sont plus au programme. Donc ça, c'est ça, hein? Bon. Alors, c'est dommage parce qu'en fait, une ellipse, vous allez voir pourquoi. Avec des trucs tout bêtes, donc une ellipse, c'est 5 paramètres, donc là je passe rapidement là-dessus. Vous connaissez ça, donc on va dire par exemple le centre de l'ellipse, 2 paramètres, l'orientation du grand axe et les valeurs du petit et du grand axe. Donc là on est dans un espace de f avec 5 paramètres, voilà, que je viens d'énoncer précédemment. Et donc là on est à l'aise, on va utiliser un espace de f de dimension 5. À l'aise. Alors, vous vous souvenez qu'au début, j'ai dit on a 2, 3, et puis on va guère au-delà. Alors, essayez d'imaginer maintenant le scénario par vote, et que vous ayez 100 cases dans chaque dimension. Vous avez 100
valeurs, vous avez discrétisé dans chaque dimension par 100. Donc vous avez 100, c'est-à-dire à peu près 10 puissance 2, puissance 5, donc 10 puissance 10. Vous voyez, on ne cadre pas du tout. Même si on avait un ordinateur super puissant, il faudrait analyser ça. On partirait un petit peu en live là-dedans. Et donc, finalement, l'espace de œuf de dimension 5, ça ne va pas très, très bien marcher. C'est une litote. Ça ne va pas marcher du tout. Il y a des moyens de s'en sortir quand même. Hein. Donc là, je vais barrer ça, comme ça. Il y a des moyens avec une trop grande... Donc, il y a une trop grande complexité, voilà. Il y a des moyens quand même, parce que dans les travaux récents, par exemple, il y a la transformée de œuf hiérarchique. Alors, je ne l'ai pas illustré pour ne pas perdre trop de temps, on va cadrer comme il faut cette fois-ci, mais je vous en dis un petit mot. Je vous ai dit, on va prendre une discrétisation en 100 valeurs. D'accord, pour chacun de ces paramètres-là. Alors, l'homogénéité, on n'a pas de problème parce que c'est assez homogène finalement avec x0, etc. y0, θ, a et b, ça c'est plutôt sympathique. Par contre, la dimension est trop importante. Alors, plutôt que de prendre 100 valeurs, je vais en prendre 10. Alors, 10 puissance 5, c'est déjà, ça fait 100 000, c'est quand même plus gérable, ou 5 même. Hein, donc, on fait tomber la dimension et on fait des votes là-dedans. Et ces votes vont s'agglomérer plus ou moins en certaines zones. D'accord? Ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à la complexité lorsqu'on fait de la morphologie mathématique ou autre chose. À un moment donné, on ne va pas analyser bêtement toute l'image sans arrêt, on va se focaliser sur ce qui est intéressant. Eh bien là, on va commencer à travailler de manière grossière, on ne va rien repérer, mais on va voir quand même des accumulations qui vont se présenter à certains endroits. Et donc, on va diminuer la zone en question et on va rediscrétiser uniquement sur cette zone-là et ainsi de suite. Et donc, il est gérable d'avoir... on peut utiliser un espace de œuf de dimension un petit peu plus grande, comme ça, comme 5, à travers ce qu'on appelle une transformée de œuf hiérarchique. Vous voyez l'esprit? Donc, ça marche assez bien. Alors là, on a pris une autre option. On a utilisé quelque chose que les élèves de top ne peuvent pas connaître. Et oui, très simple, très classique. Niveau terminal ou niveau... Non, plus niveau terminal. Voilà. Si je considère deux tangentes à l'ellipse, ces deux tangentes vont se couper en un certain point. Là, j'ai pris les points M1 et M2. Donc, ces deux tangentes vont se couper en I12. D'accord? Le segment M1, M2, eh bien, je prends son milieu, c'est J12. Et un résultat classique, c'est que I12, J12 passe par le centre de l'ellipse. D'accord? Donc, je vais considérer une ellipse, je vais considérer toutes les tangentes, je vais considérer tous les points de cette ellipse, que je ne connais pas pour l'instant. Je vais considérer les tangentes en ces points, le milieu du segment, la droite en question, et toutes ces droites devraient se recouper en un point qui serait le centre. Ça va? Alors, ayant ça, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va être dans la philosophie un petit peu de la transformée de œuf de 1 à m, mais en généralisant le processus, en disant, ben voilà, je suis arrivé à séparer deux paramètres qui sont le centre de l'ellipse, et une fois que j'aurai trouvé le centre de l'ellipse, en fait, le problème qui est censé être dans un espace de f3D est beaucoup plus simple qu'une analyse dans un espace de f3D, parce que par la même occasion, j'aurai éliminé tous les points qui ne se rapportent pas à ce centre-là. Donc en fait, la plus grosse difficulté, la plus grosse complexité algorithmique va être la première partie pour trouver des centres potentiels. Une fois que j'ai trouvé ces centres potentiels, je saurai quels sont les points qui ont contribué à cela. Les points M1, M2, j'en ai plus 5 maintenant, hein, j'ai 2 points. Donc voilà, j'ai M1, M2, ça m'a donné ce centre-là, un autre M1, M2, ça m'a donné rien du tout, et puis ça m'a donné un autre point, etc. Et donc, lorsque j'aurai trouvé le centre en question, j'aurai aussi tous les points qui ont contribué à ça. Et là, on ne sera même plus dans du F3D, on sera dans de la voie royale, on va dire. Voilà, on avance comme ça pour trouver les 3 autres paramètres. Donc finalement,
on va chercher donc les centres d'ellipses potentielles. Alors bien sûr, les ellipses, on ne les a pas. Ces points, on ne sait pas où ils sont. Alors vous vous souvenez, on cherche à avoir deux points, M1, M2, qui pourraient être plus ou moins par lesquels il y aurait un certain alignement qui donnerait des tangentes. Et à partir de ces couples de points, on va arriver à créer des droites qui passeraient par le centre. Tout ça, ça va nous créer du bruit aussi, beaucoup de bruit. Mais dans ce bruit, il va y avoir l'émergence de couples de paramètres, donc de points dans l'espace de F, qui vont nous dire, eh bien voilà, là, il y a un centre qui existe. Alors, dans un premier temps, eh bien, on va chercher ces points MI comme ça. Voilà. Alors, hop, comment on va faire ça? Eh bien, certains points ne sont pas pertinents parce qu'ils correspondent à du bruit, ils correspondent à des points isolés. Et donc, je vais prendre une petite fenêtre. Là, j'ai pris une fenêtre qui est rectangulaire. En fait, dans ce cas-là, on la prendra vraiment circulaire. Mais bon, ça, c'est des petits détails. Et on va chercher dans cette fenêtre-là s'il y a des alignements de points qui se présentent. Alors, ce ne sont pas vraiment des alignements de points qui correspondraient à une tangente. Ce sont des points qui sont grossièrement comme une ligne épaisse qui irait dans une certaine direction. Il peut y avoir du bruit, il peut y avoir plein de choses. Et puis finalement, certains points ont l'air de s'orienter dans une certaine direction. OK? Alors, ces points-là, eh bien, on va les garder précieusement et on va dire que finalement, cette orientation correspondrait à la tangente à l'ellipse si elle existe. Alors, comment on va retrouver ces points-là? Eh bien, on va considérer un ensemble de masques. Ces masques correspondent à des lignes épaisses dans lesquelles on va chercher des points du nuage de points qui est dans la fenêtre. Et donc, on va avoir autant de masques, autant de lignes épaisses, que ce qu'il y a de points en sortie du masque, en sortie de la fenêtre. Alors là, on peut se ramener pour être beaucoup plus propre. Oh là, il n'a pas aimé. Hein. Donc, on peut se ramener à un disque de la manière, à un cercle de la manière dont on l'a vu précédemment, avec l'ensemble des points de S1 jusqu'à Sn, où on peut prendre une fenêtre comme cela, mais on va considérer toutes les possibilités de lignes épaisses. On va se mettre en chaque point et on va poser un masque et on va dire combien de points y a-t-il sous ce masque. Il y en a 4, il y en a 50, etc. Après, on va faire tourner de 1 et on va reposer la même question. On va faire tourner de 1, etc. Et donc, on va faire tous les masques possibles comme cela et on va prendre le maximum de points intersectés par ces masques-là. Vous imaginez la complexité du truc? Et on va le refaire pour tous les points, ça. En fait, algorithmiquement, c'est très rapide. Pourquoi? Hop. On a le masque rouge et le coup d'après, on a le masque bleu. D'accord? En fait, on ne va pas recompter bêtement ceux qui sont sur l'intersection des deux masques. Et donc, on va mémoriser simplement les transitions entre les deux masques et on va retirer les points qui sont de l'ancien masque, il y en a très peu. Vous voyez, c'est des points qui sont comme ça, rouges, que l'on a mémorisés. Et on va rajouter les points qui vont être couverts par le nouveau masque. Et on va faire le delta. Et si on regarde bien ce qui se passe, on a un premier masque. Et ensuite, simplement, on va parcourir la fenêtre une fois. Simplement une fois. Et au final, on aura toutes les valeurs couvertes par tous les masques possibles. Vous voyez, je l'ai présenté volontairement de manière un petit peu bourrin, comme ça, on prend le premier masque, on prend le deuxième, etc. Dans la pratique, quand on pose le problème proprement, en fait, ça se fait très, très, très vite. Donc, après avoir lancé ce processus qui est extrêmement rapide, qui permet de voir toutes les orientations possibles de nuages de points,
Donc on va, à travers simplement un seuillage, par exemple, dire, ben voilà, la valeur maximum vaut tant, elle est au-delà de telle valeur, et donc elle est pertinente. Et donc ça veut dire que localement, autour de ce point M, il y a des points qui ont plutôt cette orientation-là et qui sont en quantité suffisante. Eh bien, grâce à ça, si ce n'est pas le cas, hop, j'oublie le point. Si c'est le cas, c'est un point MI avec une direction θi donnée, donc une tangente donnée. Et là, après, ça va tout seul, et ça marche bien. Hein. Donc ça, c'est ce que je viens de dire à l'instant. Et donc, de cette manière-là, on va trouver tout un ensemble de points MI, MITI, donc tangente et point et tangente. On va faire ce qu'on a fait tout à l'heure, donc trouver le milieu de MI, MJ, l'intersection de TI et TJ. On élimine les points MI et MJ qui sont trop proches les uns des autres pour ne pas se coller les uns aux autres et avoir des tangentes qui vont être quasiment parallèles ou induire du bruit là-dessus. De cette manière-là, on va calculer l'intersection des droites DIJ et DJK 2A2. Et de cette manière-là, on va accumuler donc la distribution des points correspondant au centre de l'ellipse dans un espace de F 2D. L'espace de F qui, dans ce cas-là, sera tout simplement l'analogue de l'espace dans lequel on est. Et donc, ça correspondra à une image, simplement à un morceau d'image. Voilà, que l'on pourra éventuellement découper en cases plus grandes, etc. Et de cette manière-là, donc très très simplement, donc tout ce qu'on a dit, tout ce que j'ai dit précédemment, je l'ai présenté de manière un petit peu bourrin volontairement, mais dans la pratique, c'est quelque chose de très simple qui va très vite, grâce au parcours que j'ai donné comme ça, grâce au fait que finalement ces points-là ne sont pas en quantité très importante, grâce au fait que les couples de points que je vais prendre parmi les MI restants, eh bien, ne sont pas en quantité trop importante, puisque lorsque les points sont collés les uns aux autres ou trop éloignés les uns des autres, on ne va pas en tenir compte. Et pour tous les couples de points qui sont un petit peu éloignés, mais pas trop, etc., avec un certain critère, eh bien, je vais obtenir une droite. Ces droites vont s'intersecter entre elles, donc je vais avoir une droite qui est censée passer par E, une autre droite qui est censée passer par E. Ces droites-là s'intersectent et je vais avoir simplement des accumulations et trouver ainsi le centre le centre d'une ellipse potentielle. Et une fois que j'ai ça, je sais quels sont les points MI qui ont contribué à ça. Et donc, je suis capable, à partir de là, de retrouver les paramètres de l'ellipse. Voilà, on considère à présent uniquement les points MI qui ont contribué à trouver le centre de E. Et à chaque triplet, on peut associer un triplet de valeurs ABC ou encore mieux de valeurs ABθ qui est plus homogène que ABC et qui s'exprime comme ça. Bon, ça c'est maths de terminale, ça c'est pas... ou de première, je ne sais pas quand c'est qu'on le voit ça. Voilà. Et donc on étudie la distribution des points ABθ. Non mais au final, c'est pas trop des mathématiques, je veux dire, c'est... Enfin, oui, l'aspect conique est sympathique, les propriétés des coniques, de l'ellipse, etc., qu'on utilise ici, et on a un résultat qui finalement est pertinent. Une fois qu'on a fait ça, on a les paramètres A, B, θ, donc on sait trouver l'homographie qui permettrait de passer d'un cercle, etc. Donc on va faire l'homographie -1, et on obtient l'ellipse va donc donner un cercle. Sur ce cercle-là, donc, on va numéroter un petit peu les points, comme cela, et on va chercher ceux qui sont, à travers leur distribution, plus ou moins collés ou plus ou moins séparés. Donc ça, c'est classique. À partir de ça, on va avoir... Donc, on va considérer uniquement les points dans l'image qui vont être très proches de ce cercle transformé par l'homographie inverse. On va avoir donc des petites bandes comme ça. Ces petites bandes, eh bien, vont correspondre à des arcs de cercle. Et ces arcs de cercle, on les retransforme par homographie et on obtient les arcs d'ellipse correspondants. Et voilà les résultats que l'on voit pas terrible, mais enfin, ça marche à peu près bien. Donc, et toujours pour répondre à la question précédente de complexité, de rapidité, tout ça, ça fonctionne au 50e de seconde, enfin, à moins que ça, puisqu'on intègre tout ça dans un processus où il y a de la morphologie mathématique et plein d'autres choses, comme on l'a vu avant, de l'analyse colorimétrique, etc., etc.
J'avais présenté ça dans un congrès en Tunisie et donc on avait acheté un plat et donc je m'étais amusé à faire ça. Voilà. Et il est midi 10 et pour une fois, là je t'impressionne. Hein. Bon, je suis prêt à répondre aux questions. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a besoin que d'un micro, puisque moi j'ai le micro comme ça. Absolument. Absolument. Il faut le mettre en marche. Je voulais demander une précision. Le modèle l'algorithme que vous nous avez présenté partait de l'a priori que les excentricités des ellipses n'étaient pas trop proches de zéro. Moi, j'ai l'impression que sinon, on n'a pas d'homogénéité par rapport... mais bon, c'est une évaluation intuitive. Hein. Mais donc on aurait une ellipse complètement aplatie, par exemple? Oui, parce que le problème, c'est que les triangles deviennent très aplatis, les triangles des tangentes. Et là, vos évaluations, ça me paraît pas... j'ai l'impression qu'il y a des risques. C'est là, vous partez a priori, par exemple, sur un terrain de foot, qu'on a toujours un angle qui n'est pas très... Effectivement. Effectivement. Alors, de notre côté, quelque part dans la pratique, dans la vraie vie, comme on dit, ou dans les applications, alors il y aurait une étude à faire au niveau théorique à ce niveau-là. Et effectivement, on a un petit peu éliminé un des problèmes en disant on prend des points pas trop près pour pas que justement les tangentes soient n'importe comment, etc. Donc il y a l'analyse de cette chose-là et effectivement lorsque l'excentricité est envers zéro, on a quasiment 2 segments de droite et c'est quelque chose qui serait effectivement difficile à gérer. Bon, cela dit, ça correspondrait à des images en vue rasante, par exemple, et sur lesquelles on ne pourrait pas trop détecter des choses intéressantes. Donc, effectivement, on peut étudier l'homogénéité dans l'absolu, et puis après voir, et c'est là où il y a l'introduction de la connaissance, par rapport à un problème donné, quelles sont vraiment les contraintes. Donc dans la pratique, pour les ellipses auxquelles on s'est intéressé, qui correspondent à beaucoup de cas, ce cas ne se présente pas, mais c'est vrai que dans ce cas-là, on aurait une certaine difficulté. Après, il faut voir ce que l'œil humain aurait fait aussi. Voilà. Mais c'est une très bonne question, effectivement. Faire une étude, enfin faire une recherche sur une image dégradée en résolution, puis avoir les candidats aux ellipses et remonter, ça permet de gagner en complexité ou pas? Alors, une sorte de diviser pour régner en quelque sorte. Oui, tout à fait. La question. Alors, on prend une image de résolution n, par exemple. On travaille sur n sur p, n sur 2, n sur 2, par exemple. On cherche les ellipses là-dedans. D'accord, oui, tout à fait. Et puis après, choc, on a des candidats et on remonte pour évaluer ce qui est opportun ou pas. En gros, oui, tout à fait. Mais, et là, c'est un petit peu le principe de la transformée de œuf hiérarchique. Alors, dans le domaine de l'image, d'une manière générale, ce principe de diviser pour régner, on a aussi toutes les approches multi-résolution avec ce qu'on appelle les sketchs de mise en correspondance entre les différents niveaux de résolution. C'est une stratégie qui est beaucoup utilisée en imagerie, effectivement, à la fois pour 2 choses, à la fois pour des raisons de complexité. Donc effectivement, on y gagne beaucoup en complexité comme ça. Donc là, ce n'est pas nécessaire. Et puis on a le risque aussi de trop dégrader, lorsqu'on est à un niveau plus dégradé, de ne pas repérer des ellipses, effectivement. Donc on peut avoir ce problème-là. Donc c'est une question de complexité, mais c'est un autre intérêt en analyse d'image qui est énorme. C'est la cohérence que nous, en tant qu'êtres humains, nous faisons entre le général et le particulier, c'est-à-dire l'analyse et la synthèse. On voit une forme globalement, donc globalement, c'est niveau de résolution fortement dégradé. Donc on va très vite et on voit des choses. Ces choses-là, est-ce que ça correspond à des choses que l'on va retrouver en dessous? Et dans ce qu'on appelle le sketch de multirésolution, en fait, on va retrouver des composantes connexes, des entités à différents niveaux de résolution, et on ne va pas s'intéresser uniquement à ce qui se passe à un niveau donné, mais on va voir comment les choses se connectent d'un niveau à l'autre, et ça va nous donner aussi une information sur ce qu'il y a.
Mais effectivement, ça peut être intéressant. Et là aussi, c'est l'introduction de connaissances qui est importante parce que sur un problème donné, on va se dire par exemple, bon ben voilà, j'ai juste quelques points, j'ai pas grand-chose. Par exemple, celle qui était fortement dégradée, où on voyait juste quelques points qui apparaissaient. Là, si on réduit, on n'a plus rien. Donc là aussi, quelque part, il n'y a pas de panacée, il n'y a pas d'algorithme absolu, mais il y a une réflexion donc à différents niveaux, y compris au fait de se dire, ben voilà, je cherche des entités dans telle fourchette, on va dire. Je cherche dans des images qui ont telle qualité. Et les algorithmes seront différents si la qualité est différente ou si je cherche des choses plus pointues. Est-ce que tu peux donner des exemples, disons, d'applications industrielles ou pour les ellipses? Non, pas pour les... Oui, enfin, ou de la transformée d'eau. D'œuf plutôt. J'ai dit de ouf. Ah, tu l'as fait. Alors, ben, les exemples sont très très nombreux. Donc, détecter des droites, détecter, par exemple, là, je vais prendre un exemple sur cet exemple-là. Donc, terrain de football. Donc, on est en train de développer donc, un simulateur qui est en train d'être commercialisé, qui permet de repérer où on est, et puis de reproduire des scènes, etc. Donc, de retrouver l'homographie automatiquement, de se mettre à n'importe quel endroit, sans savoir où est la caméra, uniquement à partir de la connaissance qui est qu'il y a des lignes droites, enfin des segments de droite et des arcs d'ellipse, et qui sont organisés d'une certaine manière. Là aussi, lorsqu'on a plus de 4 droites, enfin 4 droites ou plus, eh bien, on peut utiliser le birapport des 4 droites, et ça, c'est très puissant parce que ça nous permet de savoir si on regarde de tel côté, si c'est telle ou telle ligne, donc on prend nos 4 droites, et on sait si c'est la ligne du fond, la ligne des 6 mètres, la ligne, etc. C'est vrai aussi en vision d'une manière générale. On a des alignements de poteaux, par exemple. On a des choses comme cela. On sait que c'est espacé régulièrement. Donc, birapport, on connaît. œuf, ça nous permet d'avoir les droites en question. On a des images satellitaires. Eh bien, on a des bords de pistes d'atterrissage, des bords de bâtiments. On fait beaucoup de travaux. Enfin, il y a beaucoup de travaux actuellement sur l'analyse en milieu urbain de la végétation, par exemple. On va repérer automatiquement les toits des immeubles, les routes, etc. Et il y a aussi des ronds-points. Ces ronds-points, que ce soit un drone, un avion, même un satellite, vont produire une ellipse et non pas un cercle. Et donc, automatiquement, on est capable de repérer tous ces éléments-là. Donc ça, c'est très utilisé comme cela. Après, on dépasse le cadre des cercles, des ellipses, etc. Je vous ai dit donc qu'on avait travaillé sur la transformée de œuf, où le modèle, c'était une transformation rigide, donc translation, rotation, 3 paramètres, et avec des données qui en fait étaient des images de modalités différentes, et c'est sur les données essentiellement qu'on a travaillé sur la représentation des données, parce qu'en fait, il y a des choses assez sophistiquées sur le fait qu'on n'allait pas mettre en place des relations entre les points, mais plutôt des relations entre ce qu'on appelle des features, c'est-à-dire des caractéristiques qui étaient justement des petits segments orientés d'un côté à l'autre. Et donc là, on a utilisé une transformée de œuf pour faire du recalage entre images de modalités différentes. J'avais travaillé aussi à un moment donné, c'est l'image que je montrais, c'est avec la COMEX, sur l'analyse de points d'érosion sur dans les tuyaux, je vous avais dit ça hier, de centrales nucléaires hydrauliques, oui, à vapeur, enfin voilà. Donc il y avait des points de corrosion. Et de cette manière-là, en parcourant globalement les données et en ayant le modèle de la sonde qui tourne, enfin on retrouvait le modèle de la sonde qui tourne à partir de transformée de œuf en se disant comment ça évolue. Puisqu'on doit avoir donc une sinusoïde, donc on retrouvait une sinusoïde dans l'évolution des données. Voilà. Mais bon, les exemples sont très très nombreux. Là, je ne veux pas trop prendre de temps, mais en gros, ce qui est important, c'est qu'au départ, on avait la recherche de modèles de courbes paramétrées, donc de droite, de cercle, etc., dans des points. Et en fait, la méthodologie est la même
que de rechercher un modèle de n'importe quoi dépendant de M paramètres dans un ensemble de données. Donc c'est plus la démarche qui est intéressante et qui est vraiment d'actualité. On voit des publications tout le temps. Si on cherche par exemple sur I3E et qu'on tape œuf, il y a encore des publications chaque année, nombreuses et intéressantes. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, longuement même. D'autres questions? Bon, merci. Merci beaucoup.